Bonjour à tous et merci d'être avec nous, ici même dans cette salle, en direct. Nous sommes en direct aussi sur Internet. Merci de vous être inscrits à cette conférence, cette émission Parlons Nutrition. Vous êtes nutritionniste, diététicien, kiné, sportif, amateur ou professionnel du monde du sport. Alors parlons nutrition, de quoi s'agit-il? Cette conférence a été organisée par le CERIN, le Centre de recherche et d'information nutritionnelle de l'interprofession du lait, et nous allons traiter des besoins en protéines des sportifs, du sportif au moment de l'effort, juste après l'effort bien sûr, mais aussi tout au long de la journée, de la semaine, de la vie, enfin du rythme de vie des sportifs amateurs, vous allez le voir aussi, professionnels et amateurs. Alors, on va vous donner des informations scientifiques, des témoignages, des trucs, des techniques pour favoriser la récupération après l'effort. En l'occurrence, on dit beaucoup de choses sur l'alimentation, sur le régime du sportif, après l'effort notamment. Parfois des bêtises, parfois des abus. Enfin, on va revenir sur tous ces aspects-là. On voulait faire le point ici, c'est ce que le CERIN a souhaité. Je vais vous présenter d'abord nos invités, deux experts, deux scientifiques, qui vont intervenir, et puis des témoins qui témoigneront de leur activité, de celle aussi de ceux qu'ils entraînent, puisqu'on a des grands sportifs et des entraîneurs autour de ce plateau. Véronique Rousseau d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes à la fois aujourd'hui une diététicienne, une nutritionniste, et une sportive, une grande sportive, puisque vous avez été championne du monde universitaire de judo, championne d'Europe par équipe avec l'équipe de France de judo. Vous êtes donc, je le disais, diététicienne, nutritionniste à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, et vous représenterez ce qualité vos confrères au cours de cette émission et de cette conférence. Au passage, on est dans l'actualité parce que vous me disiez il y a quelques minutes que vous étiez, à un moment donné, en 2010, vous avez eu une mission avec les Bleus, l'équipe de France 2010, juste pendant l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si ça leur a réussi ou pas, enfin, c'est un des aspects qu'on évoquera, et notamment l'affaire de leur petit déjeuner. Vous nous expliquerez tout ça. Professeur Xavier Bigard, vous êtes, vous, président de la Société française de médecine du sport, conseiller scientifique auprès du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, sportif vous-même, vous c'est la montagne plutôt, le cyclisme aussi si je ne m'abuse. On reviendra sur ces aspects puisque vous êtes vous-même un praticien. Avec nous, d'autres scientifiques ou experts ou praticiens qui nous diront un peu comment ils vivent les choses. D'abord le docteur Alexandra Malgoire. Vous êtes docteur, vous, médecin militaire, vous êtes médecin généraliste, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche biomédicale des armées. Et dans les armées, et dans cet univers qu'est le vôtre, et ce laboratoire, eh bien, on réfléchit justement à l'effort, évidemment, et comment compenser l'effort et apporter le meilleur apport, donc la meilleure nutrition à ces soldats qui ne sont pas forcément d'ailleurs des professionnels. Hein. Il n'y a pas que l'effort spécial dans les armées. Au demeurant, vous avez écrit une thèse, votre thèse de doctorat sur la tolérance locale des extrémités au froid avant et après une expédition en altitude. C'est pas tout à fait notre sujet, on y reviendra peut-être, mais on verra si c'est lié à la nutrition. Franck Lagneau, à vos côtés, vous êtes kiné vous-même, président de la Société française des masseurs kinésithérapeutes du sport, et vous êtes également le kiné de l'équipe de France féminine de handball. Guillaume Tanon, entraîneur d'athlétisme réputé, vous êtes notamment l'entraîneur actuellement de Jimmy Vico, notre sprinter national, si j'ose dire, enfin un de nos sprinters, champion d'Europe en salle, membre de l'équipe de France d'athlétisme, Jimmy Vico, donc que vous entraînez. Avec vous, Christophe Ruel. Christophe Ruel, vous êtes coach sportif, chroniqueur sur Ma Chaîne Sport, ancien athlète, décathlonien aujourd'hui. Voilà donc pour nos 6 intervenants. Professeur Bigard, on va commencer ensemble, si vous voulez bien, par tout simplement planter le décor. C'est-à-dire que même si nous avons affaire ici, par Internet et dans cette salle, à des professionnels, l'objectif c'est aussi quand même de permettre à tous de comprendre de quoi nous avons besoin, de quoi l'organisme a besoin quand on fait un effort pour se reconstruire ou pour construire du muscle notamment. Et donc cette question des protéines, d'abord on va commencer par essayer peut-être de rappeler ce qui se passe dans l'organisme, le métabolisme au moment de l'effort. Qu'est-ce qu'on détruit quand on fait un effort? Qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on absorbe? Qu'est-ce qu'on consomme? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, dès lors que l'on va parler déjà de protéines et de pratiques sportives, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le muscle. Donc, on va se centrer sur le muscle squelettique, qui est l'effecteur du mouvement, et notamment du mouvement sportif. Ce qu'il faut comprendre en préambule, c'est que le muscle, et notamment sa masse, la masse musculaire, résulte toujours d'un équilibre entre des protéines qui se construisent et des protéines qui se détruisent. On est toujours dans cet état d'équilibre qui n'est pas un équilibre stable au cours de la journée, qui fluctue, et qui en particulier fluctue au cours de l'exercice. Comme on le voit sur le schéma qui apparaît actuellement, au cours de l'exercice physique, on a une augmentation de tous les processus qui vont détruire des protéines musculaires. Et en parallèle, on a une réduction, une diminution, que l'on voit ici sur la courbe rouge, une diminution de la construction de ces protéines musculaires. Donc on voit bien que l'équilibre du muscle est déstabilisé au cours de l'exercice physique. Mais ce qui est finalement plus intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dès la fin de cet exercice musculaire. Et ce que l'on voit, c'est qu'on continue à augmenter légèrement la destruction des protéines du muscle, sur la courbe grise. Dans la suite de l'effort. Dans la suite de l'effort, tout de suite à la fin de l'exercice. Mais ce qui est encore bien plus intéressant et qui va nous interpeller, nous, au premier chef, c'est l'évolution de cette courbe rouge qui représente la construction du muscle. Et on voit que cette construction musculaire augmente de manière très, très importante dès la fin de l'exercice physique. Et c'est pour nous une période tout à fait cruciale pour avoir une bonne disponibilité en acides aminés, ces acides aminés qui vont être nécessaires à la construction des protéines musculaires. Alors deux choses, professeur Bigard. D'abord, de quoi s'agit-il? Ces deux courbes qui se croisent, cette courbe grise qu'on voit évoluer là, et puis la courbe rouge, elles correspondent à quoi exactement? Pour ceux qui n'auraient pas bien compris le schéma. La courbe grise représente l'évolution pendant l'exercice encadré par les deux petites flèches et dans les suites, donc l'évolution de la destruction des protéines du muscle. D'accord. Et la courbe rouge, c'est l'évolution de la construction du muscle, mais de la construction des protéines musculaires. Mais pour construire ces protéines, il faut des acides aminés. On imagine qu'une protéine, c'est un train, et chaque acide aminé représente un wagon. Pour construire ce train, il faut des wagons. Ces wagons, ce sont des acides aminés. Alors, ce qui est pertinent sur ce graphique, c'est que, évidemment, c'est dans le temps, et donc c'est le croisement de la courbe qui nous intéresse en quelque sorte, et la suite, c'est-à-dire... Oui, alors c'est le croisement de la courbe, mais pour nous, ce qui va nous intéresser au plan de la nutrition, ça va être surtout de faire face à cette augmentation importante de la construction des protéines musculaires, c'est-à-dire cette ascension très importante que l'on voit ici sur la courbe rouge, car pour qu'on puisse construire ces protéines musculaires, encore une fois, il faut des acides aminés très rapidement disponibles, dès la fin de l'exercice physique. Ça veut dire que dès la fin de l'exercice physique, il faut procéder, parce que l'organisme cherche à se reconstruire ou à construire du muscle, il faut procéder il faut absorber des protéines. Il faut ingérer des protéines. Alors, le comment on fait, on va voir ça avec Véronique Rousseau, mais vous-même, votre idée sur la façon dont on le fait, avant de venir à Véronique, il y a plusieurs types de protéines. Alors, il y a dans le moyen terme, je dirais, dans le muscle, et puis aussi dans le court terme. Précisez-nous ces deux types de protéines. Alors, on a depuis quelques années identifié et classé des protéines d'origine alimentaire en plusieurs catégories. Des protéines que l'on appelle des protéines rapides, qui vont donc être rapidement absorbées, et pour lesquelles les acides aminés qui les composent vont être très rapidement disponibles dans l'organisme, et puis des protéines plus lentes, qu'on appelle donc évidemment par définition des protéines lentes, qui vont avoir une disponibilité décalée dans le temps de leurs acides aminés. Et donc avec cette cinétique très différente de ces protéines, eh bien, on va pouvoir jouer sur les nécessités à court terme de disponibilité de besoins en acides aminés ou la couverture à plus long terme. Et comme on le voit sur le graphique... c'est notre deuxième graphique avec ces deux courbes, la grise là, et la jaune. Donc là, on a une courbe jaune que vous voyez apparaître sur l'écran qui représente la disponibilité dans le sang, mais donc dans l'organisme, d'un acide aminé extrêmement important pour la construction des protéines du muscle, qui s'appelle la leucine,
après la consommation de protéines du lactosérum. Et on voit que pour cette protéine, la disponibilité en leucine est très rapide, dès 60 minutes. Donc là, on a, avec cette protéine d'origine alimentaire, la possibilité d'avoir une parfaite disponibilité et très rapidement en acides aminés. On est bien d'accord, là, vous ne nous parlez pas de produits extrêmement élaborés. On le trouve, en l'occurrence, dans du lait ou dans des éléments lactés ou non, dans lequel il y a cet lactosérum, qui est un élément dont vous venez de nous dire que finalement, alors que le premier schéma nous montre qu'il faut vite absorber des protéines, celle-là est la bonne. Alors, celle-ci est la bonne dans certaines conditions, dès lors que l'on veut avoir cette couverture très rapide. Cette protéine, on la trouve principalement dans le lait et les produits laitiers. Elle est présente en pourcentage qui peuvent varier, mais elle est présente dans ces produits laitiers. Et j'attire votre attention donc sur le deuxième type de protéine que l'on voit ici apparaître, hein, qui est la caséine, pour laquelle la disponibilité précoce entre 60 minutes et 120 minutes est moyenne. Elle n'est pas excellente, elle est moins bonne que pour les protéines du lactosérum, mais par contre, la couverture en acides aminés va pouvoir être décalée dans le temps, car comme vous le voyez, la concentration plasmatique en leucine, que l'on voit donc sur ce graphique, entre 240 et 360 minutes, c'est-à-dire entre 4 heures et 6 heures, est bien meilleure qu'après la consommation de lactosérum. Donc ces deux protéines que l'on trouve dans le lait et les produits laitiers ont de par leur cinétique très différente, ont un intérêt tout à fait complémentaire pour assurer une parfaite disponibilité en acides aminés nécessaires à la construction des protéines du muscle. Alors, les schémas ne nous nourrissent pas, hein. Véronique Rousseau, concrètement, cette nécessité d'avoir une absorption rapide pendant l'effort et surtout après l'effort, comment concrètement ça se passe? Vous, les sportifs avec lesquels vous travaillez, vous leur proposez quoi? Vous élaborez quoi pour eux? Comment vous faites? Alors en pratique, on a deux possibilités en fait. Soit la période on est dans une période post-entraînement et il y a un repas qui est programmé juste après cette phase. Donc c'est le repas qui va faire office de récupération, qui va contenir naturellement en fait des protéines lentes et des protéines rapides. Par contre, et pour ça, il faut qu'il soit consommé en fait immédiatement après l'entraînement et dans un délai de 30 minutes. Par contre, si le repas n'est pas programmé, donc là, on va recommander aux sportifs de consommer en fait une collation, et une collation qui va contenir naturellement en fait des protéines rapides, des protéines lentes et des glucides. Donc on le voit sur le schéma. Donc bien évidemment, il faut s'hydrater parce que c'est le premier facteur limitant de la performance, et le sportif passe son temps à perdre de l'eau au cours de sa phase d'entraînement, donc il faut qu'il se réhydrate. Et ensuite, eh bien, il doit le faire le plein en fait, de protéines rapides et de protéines lentes, par le biais du lait, par exemple. Donc on n'a pas parlé du grammage tout à l'heure, c'est-à-dire il y a aussi une notion de quantité qui est importante, c'est-à-dire on a parlé de la nature, mais au niveau de la quantité, donc on est sur à peu près, mais Xavier pourra compléter, entre 10 et 20 grammes de protéines, donc qu'on va proposer en post-entraînement. Donc ça va de 250 millilitres à 500 millilitres de lait qu'on va proposer, associé éventuellement, si on veut avoir un équilibre parfait avec les protéines lentes et les protéines rapides, c'est-à-dire le lactosérum et la caséine. On va y associer éventuellement une petite cuillère à café de lactosérum, c'est-à-dire de whey, qui est connu, enfin les sportifs la connaissent bien sous le nom de whey. Et puis on va compléter avec un fruit pour avoir en fait une quantité de sucre, de glucides adaptée pour la récupération. Mais comment vous fournissez ça? C'est une logistique considérable? Ce sont des distributeurs? Chaque sportif a le sien? Comment vous faites? Alors, moi, dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des distributeurs en fait, de lait qui sont mis en place, mais on a aussi le sportif qui est aussi en autonomie et qui, lui, fait ses propres courses et aussi a son propre choix, c'est-à-dire que l'avantage des produits laitiers, c'est-à-dire qu'on peut prendre du lait, mais on peut aussi prendre du yaourt à boire, on peut prendre des yaourts, on peut prendre du fromage blanc. Et donc, il y a toujours une diversité. Les quantités de protéines, parce que j'ai Non, regardé. Alors, on recommande, oui, il y a des différences, évidemment. C'est-à-dire que si on veut, à un volume moindre, avoir un apport protéique plus important, on va s'orienter vers le fromage blanc, ouais, qui est un petit peu plus concentré en protéines que le lait. Mais après l'effort, c'est plus facile, malgré tout, de prendre une boisson chocolatée. Voilà, une boisson, ouais, un yaourt à boire ou une boisson. Ça, alors ce schéma-là correspond
à la collation des 30 minutes après l'effort, enfin dans cette zone-là, c'est ça, cette période-là? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on on va proposer en fait immédiatement après l'entraînement, si le repas n'est pas programmé, de consommer de façon très facilement un laitage avec une concentration plus ou moins importante de protéines, avec un fruit. Et on aura aussi, en plus des protéines, des glucides, on aura aussi des valeurs ajoutées, c'est-à-dire des vitamines, notamment la vitamine B2 qu'on trouve dans le lait, puisque le lait est le premier contributeur en fait, de vitamine B2. Mais on trouve aussi la vitamine B12, qu'on trouve aussi dans la viande. Et le lait est le deuxième contributeur. Et ce sont des vitamines qui sont importantes aussi pour le sportif, l'une pour la production d'énergie et l'autre pour la synthèse des protéines. Mais alors comment le sportif fait-il, et qu'est-ce que vous lui conseillez, qu'est-ce que vous lui dites, pour équilibrer entre ce moment stratégique, on l'a vu avec vos explications, professeur Bigard, et en même temps l'alimentation du reste de la journée? Comment est-ce qu'on fait là? Donc oui, il faut que la collation elle soit en cohérence avec les différents repas et avec l'apport énergétique total de la journée. Ça veut dire que si on prend des poids de corps très légers, c'est-à-dire des gymnastes, filles par exemple, qui ont des poids de corps assez légers et qui ont des apports énergétiques un peu moindres, parfois on leur demande de soustraire en fait du repas le laitage et le fruit, de le consommer en post-entraînement. Mais par contre, si on a des poids de corps relativement élevés, donc on va plutôt ajouter en fait des collations. Donc en fonction de l'apport énergétique et de façon très individuelle, donc la démarche elle est absolument individuelle, on va proposer en fait la collation adaptée aux apports énergétiques. Naturellement, on arrive à couvrir ses besoins en protéines, notamment le sportif, lorsqu'il consomme 2 fois par jour de la viande, du poisson et des œufs, lorsqu'il consomme 3 produits laitiers ou 4 produits laitiers, c'est-à-dire que ça couvre par la viande à peu près 30 à 50%, on le voit sur le schéma, de l'apport en protéines, 25% à 30% par les produits laitiers, et puis on a 15 à 30% par des protéines végétales sous forme de pain, de féculents, de légumes secs. Et on n'a pas parlé des poudres éventuellement de protéines qui, elles, de toute façon, ne sont pas obligatoires parce qu'on arrive facilement à couvrir l'alimentation de façon très naturelle. Mais par contre, parfois, sur des poids de corps un peu élevés, lorsqu'on a un environnement où on n'a pas un accès facile à avoir des aliments naturels, donc on a recours en fait aux poudres de protéines, mais elles ne doivent pas dépasser en fait les 33% des apports protéiques totaux. On va revenir sur les poudres parce qu'on dit beaucoup de choses, on vend beaucoup de choses, on produit beaucoup de choses et je ne sais pas trop ce qui est sain de ce qui ne l'est pas. Enfin, là-dessus encore, il y a des débats sur lesquels je vais vous demander aussi de réagir, vous qui êtes des conseils aussi aux sportifs. Voilà donc pour ces éléments, je dirais pour poser le débat aujourd'hui avec Véronique Rousseau donc, et puis le professeur Bigard. Et je voudrais aussi tout de même vous rappeler que nous sommes sur Internet à travers plusieurs vecteurs et remercier au passage les partenaires du CERIN sur cette conférence et sur cette web émission, web télé à la fois. Le célèbre site Doctissimo, qui est un des partenaires cet après-midi, le site médical egora.fr, et puis les revues de kinés qui sont très intéressés aussi évidemment et qui nous aident aujourd'hui avec leur site web Kinésithérapie Scientifique avec ksmag.com, Kinéactualité et son site kinéactu.com. Alors, le docteur Magloire, je rappelle que vous êtes à la fois médecin généraliste, médecin militaire, et que vous êtes un chercheur ou une chercheuse au laboratoire d'observation des armées, biomédicales des armées. Est-ce que ce que nous disons là ne concerne que les sportifs de haut niveau, les pros? Parce que les jeunes qui arrivent chez vous, les jeunes recrues, vont être soumis tout de même à un certain effort qui, au début, ressemble un peu à ce que les sportifs amateurs, mais intenses, font. Alors, est-ce que là, ça ne concerne que les pros ou est-ce que ça nous intéresse tous? Non, pas du tout, bien entendu. Ça concerne, j'allais dire, tout sportif ayant une pratique sportive de quelques heures par semaine. Et effectivement, en milieu militaire, on est amené à recruter des jeunes qui, sans être des sédentaires, bien évidemment, sont des jeunes peu actifs, qui vont participer à une préparation physique qui va les amener à devenir des soldats et à être projetables. Et dans cette période-là, il est particulièrement important, effectivement, de veiller à l'augmentation de leur masse musculaire. Donc ça passe évidemment par une préparation physique adaptée et une nutrition. Alors évidemment, là, Véronique Rousseau nous a illustré, j'allais dire,
ce qu'on peut faire de mieux en termes d'individualisation. Évidemment, en milieu militaire, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'empêche que récemment, le service de santé a été consulté parce qu'on a redéfini l'offre alimentaire pour les armées. Et donc, on a préconisé qu'au cours des repas, les jeunes puissent emporter avec eux une brique de lait UHT qu'ils pourront consommer à l'issue de leur séance d'entraînement à la fin de la journée. Vous leur conseillez de rajouter au pactage une brique UHT? Tout à fait, mais ça a l'immense avantage d'être extrêmement facile, parce qu'effectivement... Oui, enfin, c'est pas vous qui les portez, enfin, pardon. J'imagine leur réaction. Se faire cuire un steak, c'est quand même moins facile à l'issue de la oui. séance. Vu comme ça, vous avez raison. Il y a le problème de conservation aussi, qui est absolument optimal avec un produit UHT. Et donc, c'est quand même à la fois en termes pratiques et de sécurité sanitaire, absolument adapté aussi aux militaires. Le deuxième point sur lequel je voulais peut-être revenir, c'est qu'on est dans une population chez laquelle on ne cherche pas uniquement à développer de la masse musculaire, mais aussi des capacités d'endurance. Donc on est amené à proposer des entraînements combinés, à la fois pour augmenter les capacités d'endurance et pour augmenter la force. Et alors que ça peut paraître évident, effectivement, pour un sportif qui veut développer de la masse, d'apporter les protéines, il est important aussi de se rappeler que même un sportif endurant a un renouvellement protéique à assurer plus important qu'une personne sédentaire. Oui. Donc là encore, évidemment, il va falloir apporter des glucides pour répléter ces stocks en énergie, mais les protéines sont aussi absolument nécessaires dans cette phase-là pour aider au renouvellement des cellules musculaires qui ont été détruites au cours de l'exercice, même si on n'est pas dans une stratégie de prise de masse musculaire. Guillaume Tanon, les athlètes que vous entraînez, comment réagissent-ils aux préconisations, aux suggestions du diététicien, de la nutritionniste qu'est Véronique Rousseau ou les autres? Je veux dire, est-ce qu'ils les suivent, les recommandations? Alors, il y a un véritable travail de fond qui a été fait depuis plusieurs années en collaboration avec Véronique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui au départ sensibilise les athlètes. Il faut vraiment un travail de fond, parce que sinon ils ont tendance à se tourner vers des produits qui ne sont pas forcément les meilleurs justement pour la performance. Ouais. Et donc il y a un vrai travail qui a été fait avec Véronique depuis plusieurs années maintenant. Donc au début on a des athlètes qui par exemple ne prennent pas de petit déjeuner, qui vont sauter un repas ou qui vont plutôt se réfugier vers on va dire vers les frites, vers la pizza, et c'est pas forcément ce qui est préconisé. Mais parce que ça, depuis tout petit, depuis son premier club, on n'entend pas. Moi, mon souvenir dans les quelques sports que j'ai pu faire, c'est quand même que dès petit, on nous disait faut faire attention à ce que tu manges, faut récupérer, il faut manger un fruit, il faut boire du lait, il faut boire de l'eau, non? Oui, ça on l'entend. Ça n'a pas fini par rentrer quand on arrive à un tel niveau que celui où... Non, même les vôtres. Non, même les miens, même les athlètes de très haut niveau, et je pense qu'il y en a encore plein à l'INSEP qui n'ont pas pris cette démarche-là. Mais on est vraiment dans un travail de sensibilisation, c'est-à-dire que, par exemple, moi, depuis maintenant 3 ans, j'ai décidé de prendre systématiquement mes déjeuners avec eux. Donc, tous les midis, je mange avec le groupe d'entraînement à l'INSEP. Véronique est là pour me voir aussi un petit peu de temps en temps. Je surveille les plateaux et je mange avec eux et j'oriente. Voilà, Et ça sert à quoi, en dehors du fait que c'est sympa de déjeuner avec vous, mais j'imagine, mais vous ne tenez pas la fourchette? Ah non, je ne tiens pas la fourchette, mais je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps, j'interviens de moins en moins. Les déjeuners, les dîners, les petits déjeuners commencent à vraiment représenter quelque chose, et ça commence à devenir très sérieux. On a des jeunes qui maintenant sont sensibilisés et même qui se conseillent mutuellement. On commence à avoir des conseils entre les athlètes. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais il y a un point très important dans ce que vous laissez entendre tous les deux, vous-même Guillaume Tanon et vous Véronique Rousseau, c'est qu'il faut rappeler que l'athlète, enfin dans ce pays en tout cas, il est libre de faire, de ne pas faire, de suivre, de ne pas suivre. Quel est le degré d'obligation
que les grandes fédérations imposent à leurs membres ou à leurs professionnels, quand en plus c'est des professionnels. Parce que même les professionnels du foot, vous me racontiez en 2010, enfin je ne devrais pas le dire, hein, c'était off, c'était en coulisses, mais ils n'ont pas voulu, ils se sont un peu rebellés, on s'en souvient, parce que le petit déjeuner avait été suggéré fortement, voire imposé le matin en Afrique du Sud. Ils n'ont pas voulu, alors que c'est des pros. Donc quel est le degré d'obligation, Guy Antanon? Moi, le degré d'obligation, il est de passer d'abord systématiquement, j'ai envie de dire, entre les pinces de Véronique. Donc, il y a pire dans la vie. Hein. Il y a pire, mais il y a moins agréable. Au moins, il y a une orientation qui est systématiquement, ils ont l'obligation de me rendre compte des rendez-vous qu'ils ont avec Véronique. Et puis, j'ai mis un seuil. J'ai mis un seuil, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain pourcentage de masse grasse et où ça ne va pas, eh ben, ils sont pénalisés, ils sont sanctionnés financièrement. Ah oui? Oui, financièrement. Donc après, on peut se faire un peu derrière. Vous avez, oui, vous leur demandez. C'est-à-dire qu'ils sont c'est symbolique. Ils sont sanctionnés financièrement et l'argent sur lequel ils mettent un peu un pot commun, ça va servir à au moins alimenter les besoins que l'on a en stage pour financer le stage. Donc le fait de déjeuner avec eux, votre propre pratique, ce que vous allez manger ou regarder, vous-même du coup vous conseillez aussi les éléments dont on parlait tout à l'heure. Moi je suis pas nutritionniste, donc je suis vraiment un spécialiste de l'activité physique et je suis plus là, je me considère plus comme le relais de Véronique ou du service médical, enfin de tout ce qu'il y a autour de la récupération, que ce soit les kinés, que ce soit la nutritionniste. Pour moi, ça fait partie de la performance. Donc tout ce qui fait partie de la performance, je suis un petit peu le chef d'orchestre qui va un peu orienter les différents acteurs de cette performance. Et donc je suis à table, je suis le relais de Véronique. Dans la récupération, je serai le relais du kiné et ainsi de suite. Donc voilà, c'est plus comme ça que je considère mon rôle à un moment donné vis-à-vis de la nutrition. Et vous apportez votre brique de lait UHT militaire sur la table? Je la consomme avec eux. D'accord. Véronique Rousseau, il y a quand même un aspect sur cette question de la liberté. Comment vous arrivez à sensibiliser dans vos entretiens En plus, j'imagine qu'au fur et à mesure de la journée, et puis notamment après l'effort, dans la collation, quand on fait ça tous les jours, à un moment donné, la question des arômes, par exemple, comment vous faites pour varier les arômes, pour pas que ce soit toujours le même produit et qu'on s'en lasse finalement? Non, on écoute avant tout le sportif, c'est-à-dire qu'on fait absolument de la négociation avec le sportif. Il est vrai qu'en France, le choix alimentaire est libre, et fort heureusement. Et nous, dans le cadre en fait, du suivi de sportifs, il y a juste un suivi médical réglementaire où on doit faire un bilan diététique obligatoire pour les sportifs de haut niveau. Et je ne sais plus ce que... Non, ma question, c'était à propos des arômes. Donc, voilà, comment arriver à varier quoi, parce que la brique de lait UHT, enfin, on peut adorer le lait, mais à un moment donné, on se dit comment faire pour que le sportif ait le goût et envie? On l'oriente, en fait. On est vraiment à l'écoute du sportif, c'est-à-dire qu'on écoute... Enfin, on regarde, on remplit en fait le questionnaire pour savoir ce qu'il aime pas, à quel moment, et on est là pour le conseiller, c'est-à-dire et pour diversifier au maximum en fait sa collation. La problématique, c'est pas tellement en fait le goût, parce que généralement, ce qui est important, c'est que ça soit bon à manger, parce que si c'est pas bon à manger, il ne le mangera pas. Donc c'est une des conditions, et c'est lui qui fera son propre choix par rapport à sa source de protéines lentes et rapides et de glucides en post-entraînement. Mais ce qui est primordial, c'est qu'il ait envie, c'est que le sportif ait envie, quoi. C'est qu'il s'inscrive en fait dans un quotidien, parce que c'est l'efficacité, elle a de sens en fait qu'au quotidien, et de ne pas dramatiser non plus s'il l'a pas fait, s'il l'a pas appliqué. Donc c'est important de l'accompagner dans sa démarche au quotidien. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Non, mais Franck Lagneau et Christophe Ruel, globalement, quand on entend Guy Antanon qui nous dit que même des sportifs de haut niveau, il faut leur rappeler certains éléments, ce que nous décrivait le professeur Bigard et Véronique sur la nécessité de prendre vite après l'effort, dans la meilleure... Est-ce que ceux avec lesquels vous travaillez ont conscience de tout ce qu'on vient d'expliquer ou pas? Franck Ruel. Christophe Ruel, pardon, et Franck Lagneau. Ce que disait Guy, mais il y a la conscience, il y a la faisabilité. La prise de conscience, elle est difficile. Ouais. Un exemple, dans le handball, les sportifs ont toujours l'impression qu'elles dépensent beaucoup d'énergie.
pas une discipline où on dépense énormément d'énergie. Et dans leur croyance, le repas du soir, ça va être systématiquement des féculents. Véronique l'a expliqué tout à l'heure, ça fait partie des protéines végétales, c'est 15 à 30%. Chez elle, c'est la moitié du repas. Donc, en fonction des disciplines, on a déjà des apports qui sont différents, et on l'a dit, et en fonction des croyances, c'est difficile de casser tout ça. Et quand bien même, vous le rappelez tout à l'heure, on vous a dit des petits, il ne faut pas faire ça, ou c'est bien de manger ci, ou c'est bien de manger ça. Le jour où on nous prouvera que d'autorité, dire aux gens ce qu'il faut faire, ça fonctionne, je pense qu'on aura fait un grand pas, mais ça ne marche pas très bien. Donc là, on revient sur ce que disait Guy tout à l'heure, l'éducation, elle est primordiale, c'est un travail de fond, c'est vraiment un travail de sape. Et il est important, justement, dans ce travail de sape, d'être en relation en permanence avec à la fois ceux qui font de la recherche, parce qu'ils nous apportent les éléments, à la fois ceux qui diffusent l'information, comme peut le faire Véronique quand elle voit les athlètes. Et puis, nous, on est simplement des passeurs, en fait. Hein. On relaie l'information et on essaye de remettre le sportif au centre de sa problématique. Et la diététique en fait partie. Et donc, vous, kiné, vous êtes aussi sollicité, en fait, sur des questions de nutrition, ou c'est parce que vous voyez ça au passage que vous vous dites « il faut que je fasse passer des messages » ? Non, on est de plus en plus sollicité parce qu'effectivement, le poids, ça devient un problème un peu central. Donc, par exemple, on a eu des sportifs il y a quelques années pour lesquels la balance faisait carrément peur. Et c'était quelque chose, si on pouvait éviter le matin d'y passer, c'était plutôt bien. Au jour d'aujourd'hui, c'est une demande. Donc, elles ont vraiment conscience que c'est important. Donc, après, on nous demande des conseils. Moi, je ne suis pas diététicien. Donc, effectivement, j'ai besoin d'avoir des personnes vers qui me tourner pour, encore une fois, passer l'info, donner les bons éléments. Et puis surtout, et je reprendrai ce que disait Guy tout à l'heure, pas faire n'importe quoi, parce que je pense que, et là je pense que Xavier pourra nous orienter encore plus quand je vois poudre. On va parler de ça, oui. Voilà, c'est un vrai souci et il y a poudre et poudre, quoi. Oui. Mais à propos du kiné que vous êtes, une question quand même, parce que je fais le lien entre nutrition, lait, justement, et les produits laitiers, et aussi certains lieux communs ou certaines idées reçues. Par exemple, le kiné, il va notamment traiter des questions de tendinite ou d'efforts musculaires. Bon, on dit souvent, ou on dit parfois, ce qui peut être que les protéines de lait provoqueraient certaines tendinites. Vous répondez quoi à un sportif qui dit « ah bah c'est parce que c'est le lait ». Qu'est-ce que vous lui dites ? Déjà, la première chose, c'est que quand on fait une revue de littérature, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui étaye ça. Donc, en littérature scientifique, vous voulez dire ? Scientifiquement, on n'a jamais prouvé que le lait, le fait de boire, je vais dire n'importe quoi, mais le fait de boire 4 litres de lait par jour, c'est pas ça qui vous donnera des tendinites, comme le fait de manger 10 kilos de viande de bœuf ne vous donnera pas plus de force. Donc là-dessus, oui. On est tranquille. Donc on leur dit qu'effectivement, il n'y a pas de lien. Le problème des tendinopathies, on le connaît bien, il n'est pas lié à un excès d'apport protéique, il est lié à un problème de charge de travail. Ça, c'est souvent le problème. La fatigue, plus ou moins l'hydratation, enfin, c'est plus lié à l'activité elle-même qu'à l'apport alimentaire qu'on peut avoir en excédent. Donc, on passe l'info. Oui, c'est plutôt une mauvaise façon de mener l'effort, trop d'efforts, sur trop de temps. Enfin... Tout à fait. On est sur un excès d'effort et en ça, l'apport diététique ne rentre pas en ligne de compte. Mais là aussi, on est sur une croyance. C'est toujours plus facile de véhiculer des idées reçues que de se confronter à la réalité scientifique. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on voulait faire le point, hein, régime et idées reçues. Professeur Bigard, sur ce point, le lait, la tendinite, vous en pensez quoi? Enfin, le lien, il n'y a pas de lien direct, nous dit Franck Lagneau. Non, mais Franck a tout à fait raison. Hein. C'est une croyance qui est véhiculée au fil même des générations. Il n'y a absolument strictement aucun argument scientifique pour imaginer une quelconque relation entre le niveau de consommation de produits de lait ou de produits laitiers et puis la survenue de pathologies du tendon ou des ligaments qui sont liés tout simplement à une charge de travail, à une inadéquation du matériel en fonction du geste, la correction des gestes par exemple qui est absolument essentielle dans la prévention de la survenue de pathologies du tendon ou du ligament. Rien à voir avec le mode alimentaire ou l'apport laitier, des produits laitiers. Christophe Ruel, vous maudissez le coach qui s'est cru intelligent un jour et qui, pour faire un peu de cinéma, a inventé cette idée reçue il y a 30 ans, il y a 40 ans, j'en sais rien. Non, je rigole, je vous fais un peu de provoque. On voit bien là le rôle que, alors pour les non-professionnels, ou le grand public, mais d'amateurs quand même réguliers, un peu intenses, qui sont parmi ceux que vous entraînez, on voit bien là le rôle essentiel c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, de coach.
Oui, je dirais que ça va au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui on est là vraiment pour conseiller. Il y a alors à la fois des choses qui ont été dites par le passé, effectivement, qui sont assez contradictoires, et puis il y a aujourd'hui, grâce aux médias, grâce aux institutions, des choses qui évoluent, et je dirais que les pratiquants sont de plus en plus informés, en tout cas de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Ils arrivent à assez bien faire le tri aujourd'hui dans tout ça, donc les gens se responsabilisent d'eux-mêmes, mais je ne suis pas très original en disant qu'on est là quand même pour sensibiliser et encore accompagner, sachant qu'on a un pays quand même qui est très riche en termes d'alimentation. Et aujourd'hui, on a des recommandations sur la santé qui sont quand même très importantes. Donc il y a un ratio qui se fait petit à petit. Et aujourd'hui, les gens sont quand même beaucoup plus sensibles à ce qui est bon pour eux. Donc les choses s'égalisent quand même à travers le temps. Mais alors, dans ceux que vous entraînez, est-ce que là encore, la conscience de la nécessité d'une collation dans la foulée de l'effort, on l'a vu, hein, est-ce que la conscience que c'est stratégique dans les 30-45 minutes est acquise? Si on parle à des sportifs, oui. Si on parle à des pratiquants lambda qui aujourd'hui se remettent à l'activité physique parce que c'est bon, parce que c'est recommandé, il y a encore il y a un nuancier vraiment important sur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, par où je dois commencer, est-ce que c'est la nutrition, est-ce que c'est l'activité physique, comment établir une journée type, comment essayer d'avoir une programmation au même titre qu'un sportif de haut niveau, justement en fonction d'un objectif, programmation alimentaire et aussi avec l'équilibre d'activité physique, parce qu'on est beaucoup sur les équilibres qui ont été évoqués tout à l'heure, l'équilibre alimentaire de ce que l'on fait comme apport, mais l'équilibre entre alimentation et activité physique. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes, ça donne de plus en plus avec les recommandations du ministère qui ont été faites sur manger, bouger, 30 minutes par jour, mais quoi faire, comment ne pas se faire mal, à qui ça s'adresse, pourquoi, dans quelle durée, quels sont les apports justement que l'on doit privilégier. Là, il y a encore des incertitudes, mais de moins en moins. Par contre, il y a encore des écarts que l'on voit effectivement dans certaines pratiques. Et alors, vous conseillez, vous aussi, l'abri QHT ou les distributeurs de lait qu'est-ce que vous conseillez, vous, à ceux que vous entraînez? Je ne sais pas si je peux parler de tendance, mais c'est vrai que c'est la grande tendance qui passe notamment par les sportifs de haut niveau aujourd'hui, où on dit effectivement que 30 minutes après, c'est bien d'avoir ces apports justement en protéines. Je dirais que le pratiquant lambda, non. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'induis justement à ce que disait tout à l'heure Véronique sur la prise fractionner les prises de repas, justement. Donc, essayer d'avoir une accroche par rapport à l'activité physique et essayer de relativiser sa prise d'alimentation en fonction, effectivement, de l'approche des repas ou avec la collation qui vient se greffer si, effectivement, on est loin des repas. On est plus sur ce conseil-là, mais aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont quand même beaucoup plus, justement, dans la dimension équilibre, encore une fois, et plus que la protéine, comme ça a été beaucoup par le passé. À un moment donné, c'était beaucoup les régimes hyperprotéinés, la protéine pour prendre de la masse. Aujourd'hui, ça s'équilibre quand même différemment. Alors, juste encore avant de revenir sur ce point, on veut parler des poudres, justement, de ces régimes hyperprotéinés. Une des idées reçues encore sur le lait, notamment chez les sportifs, c'est ça fait grossir. Il y a de la masse, il y a de la graisseuse dans le lait, donc ça fait grossir. Qu'est-ce que vous dites là, sur ce point-là à ceux qui vous posent la question, dans ceux que vous entraînez? Alors, personnellement, moi, je n'ai jamais entendu ça, d'autant plus qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc généralement, quand je tombe sur des profils qui souhaitent quand même des informations très précises en termes d'alimentation, je renvoie vers des collègues nutritionnistes, diététiciens. En revanche, effectivement, c'est encore une fois une question d'équilibre entre ce que l'on va manger et puis la pratique aussi sportive que l'on va fournir. Et à partir de là, généralement, quand on a un protocole qui est bien établi avec une alimentation saine, équilibrée, variée et une dépense énergétique importante, les choses se font naturellement et les gens sont assez rassurés dans la démarche. Après, encore une fois, c'est les excès qui font qu'on entend effectivement de la prise de masse ou du surpoids. Sur cette idée, vous disiez tout à l'heure, Guillaume Talon, je surveille et je sanctionne quand j'ai mis quelques éléments objectifs, par exemple, prise de poids ou de masse graisseuse un peu trop importante. La question du lait, c'est pas ça le sujet pour vous? Enfin, si ou... Non, je pense que le lait n'est pas le sujet. Là, à un moment donné, je pense que c'est les excès qui vont faire que, comme a pu le dire Véronique, c'est à un moment donné, ça va être le grammage, qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va apporter en fonction de la dépense énergétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir coupler à un moment donné justement toute cette dépense énergétique, c'est-à-dire que la charge d'entraînement que je vais fournir aux athlètes en fonction de certaines périodes doit être contrôlée de manière à avoir cet apport énergétique suffisant pour soit suppléer à un moment donné ou complémenter à un moment donné les pertes qu'il y aura eu. Donc moi j'aime bien cibler parce qu'il va y avoir des périodes à un moment donné dans la programmation où on va charger davantage en musculation, davantage sur des facteurs aérobie ou de vitesse, de force pure. Et à ce moment-là, j'ai besoin justement de cette relation pour combler les déficits et ce stress qu'on occasionne justement sur le sportif. Alexandra Magloire, vous voulez dire quelque chose sur ce point? C'est important effectivement d'adapter aussi en fonction de la dépense énergétique qui aura lieu au cours de l'activité. Et ça, on a quand même la possibilité à travers les produits laitiers
écrémé ou entier, d'avoir, ou demi-écrémé, d'avoir quand même un apport énergétique adapté en fonction de la dépense énergétique qu'il y a eu, indépendamment de la séance d'entraînement en musculation, qui ne sont pas forcément des séances extrêmement requérantes d'un point de vue énergétique. Ce que vous voulez nous dire, c'est que le lactosérum, la caséine dont on parlait tout à l'heure, ces protéines rapides ou plus lentes, on peut les avoir sans avoir le gras automatiquement, quoi. Exactement. Il y a quand vous prenez un lait écrémé, la part de... Mais on les conserve quand même, ces protéines, le fait de les écrémer. La composition en protéines n'est pas modifiée par l'écrémage que font les industriels. Bon, ben voilà une bonne nouvelle, quoi. Ne pas manger de cuisine au beurre ne nous interdit pas d'avoir, en l'occurrence... Oui, professeur Bigard, allez-y. En écoutant parler différents intervenants du plateau, là, il me vient une réflexion. Il y a eu une évolution dans la manière de concevoir les apports en protéines chez le sujet actif, donc y compris les sportifs de haut niveau, depuis les années 80. Au début des années 80, on a pris conscience de l'importance des apports en protéines dans la nutrition du sportif. Et on s'est beaucoup intéressé à la quantité de protéines optimale qu'il fallait apporter par jour. Et depuis le début des années 2000, il y a une manière très différente d'envisager les choses. On cherche à optimiser les apports en protéines, à savoir quel type de protéines, à quel moment, avec quoi et en quelle quantité maximale. Voilà, donc c'est le seul moyen de limiter les apports massifs de protéines dont on sait quand même qu'à moyen et long terme, ils n'ont pas obligatoirement que des effets bénéfiques sur la santé, loin s'en faut. Donc il faut absolument optimiser ces apports en protéines en jouant donc sur le type de protéines. On a évoqué tout à l'heure les types de protéines. À quel moment, on l'a évoqué aussi, tout de suite après les séances d'entraînement et en fonction de la charge de travail à l'entraînement. Vous avez tout à fait raison d'insister lourdement sur ce point, c'est très important. Avec quoi, Véronique a évoqué tout à l'heure, toujours avec de l'énergie, c'est-à-dire directement disponible, c'est-à-dire des glucides. De l'eau, le rapport glucides-protéines est encore en cours de discussion, mais globalement, on s'oriente. Et avec une quantité maximale admissible pour un individu, au-delà de laquelle on n'aura pas d'effet sur les synthèses en protéines. Et là aussi, on a maintenant une relativement bonne idée de la quantité optimale de protéines qu'il faut apporter. Bon, alors très bien, mais vous nous parlez de la nature des protéines. Alors justement, certains se disent, mais on peut peut-être trouver d'autres formules que le lait. Par exemple, on parle du soja et de l'apport de protéines végétales, en quelque sorte. Si on compare, alors, protéines lait, protéines soja, en termes d'efficacité pour le rendu dont vous parlez, il y a le moment et il y a aussi la qualité de la protéine elle-même. On a un graphique, on a deux graphiques sur ce point. Peut-être vous pouvez nous les commenter. Quelle est la part d'efficacité? Quel est le meilleur des deux? Enfin, comment ça se passe? Alors, on a pas mal étudié ces dernières années les effets potentiellement bénéfiques que l'on pouvait tirer de protéines d'origine animale. Les protéines d'origine animale, par excellence, elles sont tirées du lait, ce sont donc les protéines du lait des produits laitiers, des protéines d'origine végétale, comme par exemple le soja, qui est probablement la protéine la plus efficace au plan des synthèses en protéines de l'organisme, notamment du muscle, pour le métabolisme du muscle. Et donc, par exemple, sur ce graphique, vous avez représenté l'évolution de la synthèse des protéines du muscle, donc globalement, ce qui va se construire dans le muscle, à l'issue d'un exercice de musculation, mais je reviens sur ce que disait le docteur Melguard tout à l'heure, on peut étendre ces notions à un exercice de longue durée, un exercice en endurance, de marche longue, par exemple. Donc on a le taux de synthèse de ces protéines musculaires à l'arrêt de l'exercice, et on a de nouveau cette mesure 3 heures, après 3 heures de récupération, alors que les sujets ont consommé soit des protéines tirées du lait, soit des protéines tirées du soja, en jaune-vert. Évidemment, avec la même quantité de protéines. Et ce qui nous saute aux yeux sur ce graphique, c'est que la synthèse des protéines musculaires est plus importante après la consommation de protéines tirées du lait que de protéines tirées du soja. Tout simplement pourquoi? Parce que on ne va pas jouer sur la composition des protéines en type d'acides aminés essentiels, mais surtout en termes de disponibilité dans l'organisme. Et d'une manière très générale, les protéines d'origine animale sont toujours
plus facilement disponibles dans l'organisme, elles sont mieux disponibles, biodisponibles dans l'organisme. Elles sont plus facilement disponibles dans l'organisme que les protéines d'origine végétale. Il y a une littérature scientifique là-dessus? Ah oui, oui, absolument évidente, absolument évidente. Et là, vous avez représenté donc sur le graphique. Autre graphique. Alors sur le graphique précédent, je reviens juste sur ce qui était noté à propos du soja. Je réinsiste sur le fait que le soja est quand même la protéine qui est la plus facilement disponible dans l'organisme, voilà, la plus efficace au plan de la disponibilité des acides aminés dans le muscle. Pour fabriquer donc acides aminés, le chaînon qui fabrique qui va fabriquer toutes muscle. les protéines qui sont essentielles à la construction du muscle donc et à la contraction du muscle. A une bonne qualité, mais on voit bien que voilà. Ça c'était le. Alors ce que l'on voit là, c'est en aigu ce qui se passe après un exercice. Peut-être plus intéressant encore, voyons ce qui se passe après la répétition d'exercices, c'est-à-dire lorsque l'on envisage un programme, là en l'occurrence de musculation, un programme de musculation, alors que les sujets qui se prêtent à cette expérimentation vont systématiquement consommer à l'issue de chaque séance des protéines du soja ou des protéines du lait. Ouais. Et ce que l'on voit sur ce graphique... Alors c'est quoi ces colonnes roses, rouges, jaunes? Alors vous avez là quelque chose qui va représenter l'efficacité de ces protéines sur la masse musculaire et les capacités du muscle à développer de la force. Donc cet indice de représentation de cette efficacité nutritionnelle, ça va être la surface moyenne de section de fibres musculaires. Les fibres musculaires rapides qui sont très impliquées dans le développement de la puissance musculaire ou de la force musculaire. Donc on a une situation contrôle. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce que nous dit ce graphique? On a là, à l'état de base, c'est-à-dire avant toute expérimentation, en rose, la surface moyenne de ces fibres musculaires dans les trois situations. Donc ça, c'est l'état de base. Et ensuite, on va se projeter après 12 semaines d'entraînement. Après chaque séance, les sportifs auront consommé la même quantité de protéines du lait, de soja ou d'une boisson contrôle qui ne contient pas de protéines. C'est les deux premières barres d'histogramme. Et donc, on voit ce qui se passe après en rouge. Les barres sont en rouge. Et ce que l'on voit, c'est que l'augmentation la plus importante de la surface de section, donc de la taille de ces fibres musculaires, l'augmentation donc la plus importante est obtenue dès lors que les sportifs ont consommé du lait à l'issue de chaque séance d'entraînement. On voit que malgré tout, les protéines du soja ont un certain intérêt, puisqu'on voit bien que la taille de ces fibres musculaires augmente aussi après la consommation de soja, mais de manière moins complète, moins importante qu'après la consommation de lait. Est-ce qu'on peut être un sportif intensif, professionnel, de haut niveau et végétarien? Végétarien, oui. Là aussi, on a un recul suffisamment important, puisque dans la mesure où les végétariens, de toute façon, pourront consommer du lait. Ouais. Donc des produits laitiers qui pourront consommer du lait, des produits laitiers. Mais végétaliens? Alors les végétaliens, à ma connaissance... Rappelons ce que c'est que les végétaliens. Alors c'est une personne qui refuse toute consommation de protéines d'origine animale et qui refuse en particulier la consommation de lait, d'œufs, de toute protéine d'origine animale. Voilà. Donc j'ai quand même un certain nombre d'années de recul, d'observation, et je ne connais pas d'athlète de haut niveau qui soit végétalien. Donc il y a peut-être une relation de cause à effet. Par contre, des athlètes végétariens, oui, on en voit, à condition qu'ils soient attentifs à deux choses importantes. Pouvoir être attentif à la consommation de protéines d'origine animale, à l'exclusion de la viande, à l'exclusion éventuellement des poissons, etc. Donc, en particulier de produits laitiers, premier point. Et surtout, deuxième point, qui est peut-être un petit peu moins connu, être très attentif à l'apport énergétique quotidien, et notamment l'ajout d'énergie, c'est-à-dire de glucides, avec la consommation de protéines. Là, Véronique, je ne sais pas si vous êtes confronté à ce genre de cas, mais on risque une difficulté dans l'équilibre que vous souhaitiez tout à l'heure, entre la collation, et notamment avec des produits laitiers, fromage blanc ou le lait ou des boissons chocolatées par exemple, et puis la viande ou le poisson dans la journée, dans les repas. Là, pour un végétarien, ça devient difficile, non ? Oui, pour le végétarien, c'est pas très compliqué. Pour le végétalien, oui, c'est compliqué. Oui, c'est ça. En fait. On n'arrive pas à trouver un équilibre. Donc on peut trouver l'équilibre pour un végétarien. Après, il faut faire des combinaisons aussi avec les protéines végétales, donc avec les légumes secs, etc. Après, ce qui est plus compliqué, c'est les contraintes liées à l'environnement. Donc, pour la vie quotidienne. Voilà, pour la vie quotidienne. Pour trouver. Donc, notamment puisqu'il y a une notion de partage, de convivialité aussi autour du repas. Christophe Ruel, Guillaume Tanon, pardon. Oui, je voulais dire, en fait, la problématique, c'est peut-être plus le fer qui est associé, notamment lorsqu'il n'y a pas de consommation de viande ni de poisson pour le végétarien,
Donc on a plus une problématique au niveau du fer. Mais peut-être que Xavier peut répondre là-dessus. Non, c'est vrai. Guillaume Talon, Christophe Ruel, sur cet aspect spécifique. Et puis je voudrais qu'on vienne précisément au débat sur les poudres et les régimes hyperprotéinés. Vous avez dit que c'était passé de mode aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il en est? Guy, par rapport aux poudres, je sais que quand on reparlait l'évolution un petit peu on va dire sur ces... Moi, ce qui m'a sensibilisé, c'est les 15 dernières années. Il y a eu à un moment donné, les athlètes se sont engouffrés dans tout ce qui était poudre, avec tous les dangers que ça peut occasionner, notamment au niveau du rein. Je pense qu'après, là, c'est vous les spécialistes. Mais je crois qu'ils ont été énormément sensibilisés. Ce travail de SAP qui a été fait par les entraîneurs, par les diététiciens, nutritionnistes, médecins, autour de l'encadrement. Qui leur ont dit attention. Des équipes de France en disant attention, a fait que les athlètes ont été extrêmement sensibilisés à tout ça. Et il y a, moi je vois dans mon environnement, donc dans les athlètes qui travaillent avec moi, aucun d'entre eux n'utilise les poudres. Ça a été complètement banni depuis maintenant, je ne sais pas combien, ça fait 7 ans, 8 ans. Oui, à peu près ça, que l'on travaille aussi avec Véronique. Mais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ou parce qu'il y a des poudres aussi qui sont des compléments lactés? Le danger des produits, il y a des athlètes qui ont été piégés justement par on leur vend n'importe quoi On leur vend n'importe quoi, ils achètent n'importe quoi sur Internet, sans contrôle, sans rien. Moi, j'ai le souvenir de certains athlètes qui, dans les années, début des années 2000, achetaient des produits et systématiquement, moi, je prenais les produits, ça passait par le médecin fédéral qui contrôlait les poudres pour voir s'il y avait aucun... Le contenu. Le contenu, oui. Ah ouais. On faisait analyser les contenus pour voir s'il y avait, si c'était utilisable, quoi. Sans danger. Christophe Ruel, qu'est-ce que vous dites à ceux que vous entraînez et qui se posent la question ou qui en prennent? Encore une fois, moi je ne vais pas être très original, mais j'aime beaucoup le message de Véronique de tout à l'heure qui dit que par les apports justement de la nutrition, aujourd'hui on arrive à tout couvrir. Donc finalement il y a eu un effet de mode où on a progressé, ça a été la facilité de consommer, pas souvent très réfléchi parce qu'en plus l'assimilation elle était souvent à perte, étant donné qu'on consommait trop par rapport justement à ce qui pouvait être ingéré au quotidien. Donc justement aujourd'hui on rééduque un peu plus et on s'aperçoit encore une fois que par rapport à l'alimentation justement on arrive à équilibrer. Donc les choses se remettent dans l'ordre, je dirais petit à petit, si encore une fois on s'adresse à des sportifs de haut niveau ou en tout cas à des sportifs pratiquants de salles de remise en forme qui voulaient prendre de la masse. Mais quel conseil vous donnez quand on vous demande le volume de protéines qu'il faut prendre par jour? Il y a une recommandation qui est de 2,2 g par kilo de poids de corps je crois. Mais encore une fois, c'était dans les excès parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disaient c'est la facilité, c'est la protéine, c'est bon pour la récupération. Après, on entend des termes comme les acides aminés, je dirais que c'est la potion magique, il me faut des acides aminés pour récupérer. Oui, mais les gens se réfèrent à des choses qu'ils entendent sans forcément comprendre le pourquoi et la mécanique de tout ça. Et du coup, il y a eu beaucoup de désordre par le passé. Encore une fois, comme vient de le dire Guy, aujourd'hui, ça se régule petit à petit. Et heureusement, les gens arrivent à se raisonner dans la démarche. Je crois que c'est important, c'est pour nous, entraîneurs, préparateurs physiques, il ne faut pas faire les apprentis sorciers, quoi. On a des spécialistes, on les oriente directement vers les spécialistes. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on doit être vraiment les relais des pros. Je pense que le médecin ne va pas venir voir ce qu'on fait sur les plans d'entraînement et nous on n'ira pas voir ce qu'eux font en préconisation, mais plutôt on oriente. Donc, je crois que c'est important de ne pas jouer les apprentis sorciers, mais plutôt d'aller se référer directement aux purs spécialistes. Oui, même remarque, je voudrais demander à Franck Lagneau aussi comment il réagit par rapport à ce débat sur les poudres. Sur les sportifs que je peux voir, on a toujours le même souci, c'est qu'on a des lobbies qui sont très forts. On montre des gens qui sont très musclés, qui, sous prétexte de prendre telle ou telle boisson énergétique, vont faire des performances ou des surperformances. Le sportif est quelqu'un de très fragile de ce côté-là. La pensée magique chez le sportif, c'est quelque chose qui a court. C'est-à-dire que dès qu'il pense qu'il va pouvoir améliorer d'un coup de baguette magique sa performance, il a tendance à s'accrocher assez vite. C'est humain, c'est naturel. On veut toujours faire mieux, plus haut, plus fort. Humain, si on peut nous aider un peu, c'est pourquoi pas. Enfin, mais nous, là où on encadre beaucoup mieux dans les équipes nationales, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui sont très encadrés. Ouais. On retrouve, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on retrouve beaucoup plus de difficultés à faire passer le message sur les sportifs amateurs.
Et au jour d'aujourd'hui, par exemple, des gens qui prennent des poudres qui viennent de tous les pays du monde sans être contrôlés, quelqu'un qui arrive dans une équipe de France, c'est quasiment impossible maintenant, enfin, sauf effectivement à le faire à l'eau, mais ça devient très difficile parce qu'il va demander conseil, parce qu'il y a des contrôles, parce qu'ils savent. Le sportif amateur, lui, il ne sait pas. Et ceux qu'on voit dans nos cabinets tous les jours, bien souvent, on les retrouve dans les salles de musculation à avoir été chercher la poudre du copain parce qu'il va être plus beau sur la plage cet été. Et là, c'est un vrai problème, quoi. Ah oui. Mais alors, on parle de poudre, on parle de tout et de n'importe quoi, parce qu'il y a aussi le lait en poudre. Enfin, je veux dire, il y a des poudres avec des éléments qui correspondent à ce que vous préconisiez tout à l'heure, lactosérum, caséine, on le trouve dans certaines poudres. Alors, Véronique Rousseau, comment s'y retrouver entre les bonnes poudres qui seraient des éléments de complément dans une bouteille de lait, par exemple, j'en sais rien. Enfin, comment est-ce qu'on peut faire ? Donc oui, enfin, on a effectivement, il y a le choix des poudres alimentaires. On a des adeptes des poudres de protéines, pardon. Oui. Et effectivement, ceux-là, on les oriente vers des poudres qui ont une norme antidopage AFNOR, donc de façon à ce qu'il n'y ait pas les risques qui ont été connus ou qui sont connus parfois. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier critère. Et deuxième critère, effectivement, on peut enrichir naturellement en protéines en utilisant en fait des poudres de protéines de lait, sauf que sont associées aussi du sucre, etc. Donc après, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, c'est-à-dire qu'il y a éventuellement, lorsqu'on n'a pas la possibilité de prendre une bouteille de lait ou lorsqu'on n'a pas la possibilité de prendre, on le considère comme étant une alternative d'avoir éventuellement accès à des poudres de protéines, mais avec un label antidopage associé. Alexandre Malheur et Xavier Vigard, vous vouliez réagir aussi sur le débat sur les poudres, n'importe quoi, vous les cachez, enfin c'est tous ces trucs qu'on vend, alors qu'il y a encore une grosse pression et que c'est finalement madame et monsieur tout le monde qui veut faire du sport qui est plutôt concerné par ce risque. Bon, à la limite, c'est surtout monsieur tout le monde d'ailleurs qui est concerné, quoi, et qui est exposé dans les salles notamment de fitness, de musculation, à de nombreuses sollicitations qui sont absolument incontrôlables par les autorités publiques en particulier. Donc il y a derrière tout cela un vrai problème sanitaire qui commence à interpeller le pouvoir public, qui essaie de trouver des moyens d'assurer un contrôle sur les produits qui sont vendus dans certaines structures, institutions. Ce sur quoi je voulais réagir tout à l'heure, c'était toujours dans ce contexte général d'optimisation des apports en protéines. Parce que tout à l'heure, vous évoquiez la quantité maximale d'apport quotidien de 2 grammes par kilo. Oui, ça, c'est une quantité maximale que l'on puisse recommander chez quelqu'un qui pratique de manière régulière la musculation et qui est dans une phase de développement de la masse musculaire. Donc ça, c'est vraiment la quantité maximale admissible. Mais dans ce contexte vraiment d'optimisation, maintenant, on est arrivé à définir quelle est la quantité maximale et optimale d'effet d'une séance de musculation en particulier. Et d'une quantité spécifique. D'une quantité spécifique absolue pour un sujet qui a un poids corporel entre 80 et 85 kg. On sait que c'est aux alentours de 20-22 grammes. Pour l'individu. Dans la phase dont vous venez de mettre au début, exactement. Juste dans les 30-45 minutes qui suivent, c'est ça ? Exactement. Donc là, il faudrait consommer 20-22 grammes. Quoi. De protéines, d'absorption rapide et de disponibilité rapide, comme des protéines du lactosérum. D'accord. C'est la quantité optimale. C'est 20-22. C'est pas la peine d'en apporter plus. Cette quantité de protéines apportée en excès sera éliminée. Donc ça ne sert à rien. Et donc évidemment, après, on ajuste ces quantités en fonction du poids corporel, de jolis bébés, comme on dit, qui pratiquent un sport qui se joue à 15 avec des ballons pas tout à fait ronds, qui ont des masses musculaires importantes, et bien évidemment auront des besoins qui sont supérieurs à entre 25 et 27 grammes dans les phases de récupération de séances de musculation. Mais là aussi, il faut essayer de convaincre que ça ne sert à rien d'en donner plus. Il faut se baser sur des figures de manière à pouvoir interpeller les consommateurs en disant « Tu veux consommer plus ? Pas de problème, si tu veux. Mais ça ne sert à rien. » Mais donc c'est ce que nous disait Christophe Ruel, ce qu'il entend bien de la nutritionniste de Véronique Rousseau. Moi, j'entends bien que ça, on peut arriver à le couvrir avec des produits d'alimentation générale, naturelle, quoi. Ah oui, mais ces quantités de protéines, on peut les trouver dans des aliments. Dont fait partie le lait. Ah oui, non, là, c'est bien ça que vous voulez nous dire. Oui, bien sûr, je n'ai pas fait l'apologie obligatoirement des poudres de protéines, notamment de protéines rapides, mais qui conservent quand même un certain intérêt pour des raisons pratiques dans certaines circonstances. Je ne parle pas des athlètes de haut niveau qui, comme par exemple à l'INSEP, bénéficient d'une infrastructure autour, d'une logistique,
qui fait qu'à n'importe quel moment dans la journée, ils ont la possibilité d'avoir recours à des protéines d'absorption rapide, en particulier tirées du lait. Mais le pratiquant, régulier mais amateur, qui travaille dans des bureaux à la Défense, qui a une salle de fitness au bas de ses bureaux, qui va consacrer 30 à 40 minutes pour aller faire une séance de musculation, il n'a pas obligatoirement la disponibilité de ces produits laitiers. S'il part le matin avec sa brique de lait, bon, il va falloir qu'il trouve un coin pour conserver ce lait au frais, etc. Donc dans cette situation qui correspond à des conditions matérielles particulières, il ne faut pas jeter l'opprobre sur ces protéines-là, à condition de les consommer en quantité extrêmement mesurée, évidemment, et de faire attention, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Véronique, à ce que ces poudres bénéficient d'un label de qualité de fabrication dont on soit sûr de la composition. Mais il faudra, dans tous les cas, de toute manière, essayer de faire en sorte de privilégier les protéines d'apport alimentaire, bien évidemment. Il y a une autre idée reçue, ou en tout cas, certains se posent la question c'est une mode d'ailleurs en ce moment, comme il y a un peu les régimes sans gluten, il y a aussi cette mode du régime sans lactose, parce que ce serait pour prévenir une digestion plus difficile. Bon, là vous nous dites, attention, on peut trouver toutes les protéines dont on a besoin en quantité suffisante dans les aliments classiques, dont le lait. Oui, mais d'accord, mais alors ceux qui seraient séduits par ces régimes très à la mode, gluten, lactose, ou sans gluten, vous réagissez comment, vous en dites quoi? Christophe Ruel aussi, enfin je vous demande. Alors j'ai bien écouté ce que disait Christophe tout à l'heure, qui avait un discours très optimiste vis-à-vis de la diffusion de l'information. On est de mieux en mieux informés. Moi j'avoue que je suis un peu plus pessimiste, c'est-à-dire que je suis extrêmement inquiet. C'est parce que beaucoup de gens regardent ma chaîne sport et donc. Ça doit être pour ça. Alors, je ne regarde pas les bonnes chaînes, alors ça doit être pour ça. C'est exactement ça. Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'au contraire, moi, je suis beaucoup plus inquiet devant un phénomène qu'on observe depuis un certain nombre d'années, qui fait que quelqu'un, un pseudo-scientifique, un pseudo-médecin, quelqu'un qui se présente en ayant le savoir et qui, de manière péremptoire, va dire « Arrêtez tout, j'ai trouvé la source de vos maux. Arrêtez de manger, de consommer du gluten, arrêtez de consommer des produits qui contiennent du lactose, arrêtez ceci, arrêtez cela. » Donc ce sont des sources d'interdits qui reposent la plupart du temps sur des allégations qui sont absolument sans fondement et qui sont extrêmement inquiétants. Ceci étant, pour ce qui concerne les produits laitiers, puisqu'on va en reparler, on sait qu'il existe un pourcentage très faible de personnes qui présentent naturellement une allergie pour certaines protéines du lait. Mais ça se détecte très tôt au cours de l'enfance. Donc ce n'est pas à 35, 40 ans, dès lors qu'on va consommer du lait, qu'on va se dire « je suis allergique au lait ». C'est quelle proportion et c'est quoi l'allergie? C'est, autant qu'ils me souviennent, il faudrait vérifier mes sources, entre 1 à 2%, je crois, de la... 0,1, 0,2%. 0,1, 0,2. Bon, c'est un pourcentage infinitésimal. Enfin, c'est un pourcentage très faible, très faible. Mais c'est quoi l'allergie? C'est se sentir mal ou non, c'est vraiment une réaction violente? Non, ce sont des réactions du tube digestif, mais encore une fois, qui se dépistent très tôt au cours de l'enfance, qui relèvent de véritables processus allergiques, hein, qui impliquent donc des réponses immunitaires et donc des réactions de rejet. Bon. Et puis à côté de ça, il existe une intolérance qui n'est pas une allergie au lactose. La plupart du temps, parce que très tôt, là aussi au cours de l'enfance, on a exclu le lait. Et la digestion, si je puis dire, du lactose repose sur l'expression d'une enzyme dans le tube digestif qui est très adaptable à la présence du sucre. J'ai du sucre, j'ai l'enzyme. J'ai plus de sucre par voie alimentaire, j'ai plus d'enzyme. Mais si par contre j'apporte le lait qui contient ce lactose alors que je n'exprime plus l'enzyme, évidemment je vais avoir une réaction gênante de type intolérance. Donc vous nous dites qu'il faut digérer du lait, buvez du lait. Oui, mais en toute petite quantité, ou alors tout simplement consommer d'autres produits laitiers qui sont beaucoup plus pauvres en lactose. Alexandra Malgoire, sur la question des poudres, sur le débat qu'on avait, je vous sentais... Moi aussi, je trouve assez optimiste le fait de penser que l'information passe aussi bien que ça dans la population standard. Alors, je pense qu'effectivement, on a décentrer le problème qui concernait à un moment les sportifs de haut niveau, qui maintenant ont bien intégré le message, on ne consomme plus. Mais le problème, c'est déplacé vers Monsieur Tout-le-Monde. Nous, on a récemment fait une enquête en milieu militaire où on retrouve, sur une enquête déclarative,
une consommation de 25% de poudre de protéines dans une population militaire tout venant, tout âge confondu. Donc c'est quand même pas négligeable. Ouais, ouais. Je vois que chez les militaires aussi, on est libre de manger ce qu'on veut, d'absorber ce qu'on veut, et tant mieux. Mais, évidemment, mais cette idée qu'il faudrait plus que ces 22 grammes alors qu'on fait des gros efforts est très répandue encore. Le problème de l'information, c'est d'avoir une information fiable et validée. Alors moi, ce matin, je me suis amusée au réveil, j'ai tapé complément alimentaire plus force, 900 000 résultats. 900 000, vous avez tout lu pour préparer l'émission. Complément alimentaire plus muscle, 600 000 résultats. Ouais. Sur, avec proposition de vente à l'appui, enfin d'achat, avec etc. évidemment les premières pages affichées sur Google sont évidemment pas les sites les plus fiables, mais des sites commerciaux ou des sites de renforcement, enfin de propositions de programmes de préparation physique complètement. C'est dur de s'y retrouver, Christophe Ruel, là-dedans. Du coup, évidemment, là, moi, je crois que ce qui est important, c'est effectivement de faire passer le message aussi auprès en milieu militaire. On n'a pas d'entraîneurs, on a des moniteurs de sport, mais c'est vraiment là la clé, parce que les gens qui vont se mettre à une pratique physique, ils ne vont pas forcément aller voir le médecin s'ils sont en bonne santé, s'il n'y a pas de problème de poids particulier. Qui vont aller voir? Ils vont aller voir le moniteur de sport. Et ça, c'est par eux qu'on pourra faire passer aussi un message d'éducation. Et si on laisse les gens effectivement seuls devant Internet ou devant des revues c'est quand même à peu près la pratique de chacun d'entre nous. Encore une fois, la liberté, voilà. L'important, c'est donc l'information. Christophe Ruel, vous voulez dire un mot là-dessus? Je vais quand même forcément réagir. Première des choses, ça dépend encore une fois à qui on s'adresse et de quoi on parle. Là, je pense que vous parlez des sportifs qui veulent prendre de la masse ou qui se prennent souvent, fréquemment, des prises de protéines, justement. C'était une population militaire, voilà. Mais pas forcément en l'occurrence, de gens qui étaient particulièrement dans une stratégie de recherche de prise de masse musculaire. En tout cas, des sportifs. Les militaires sont quand même, ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Pratique physique. Oui. Pardon. Ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, effectivement, aujourd'hui, sur les méthodes qu'on a lancées, sur les régimes sans gluten, les régimes lactose, qui sont des phénomènes de mode. Quand je dis que l'information aujourd'hui, elle est bien passée, je parle notamment du grand public qui aujourd'hui, si vous leur posez la question des régimes, aujourd'hui, le régime est banni et tout le monde est conscient que le régime aujourd'hui est banni de ça. Qu'on parle du régime hyperprotéiné ou des régimes XY dont je tairai les noms. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de régime. Donc, l'hyperprotéiné est banni. Et c'est en ça où je dis que l'information est passée aujourd'hui, c'est que les gens sont beaucoup plus, encore une fois, je me répète, mais sur l'équilibre alimentaire et l'équilibre entre alimentation et sport. Et là, le message est passé et là, on commence à sensibiliser, effectivement, et à responsabiliser les gens autrement. Les sportifs de haut niveau l'ont fait. Peut-être, effectivement, que des pratiquants sportifs, certainement la plupart du temps masculins, avec une pratique régulière, vont peut-être encore s'adonner à ce type d'erreur. Mais je dirais que les deux extrêmes, que ce soit le haut niveau ou le public de masse qui veut prendre soin de soi et de son alimentation et de son hygiène de vie en général, aujourd'hui l'information est passée différemment. Allons bon, c'est une attitude machiste de prendre des produits ou des régimes hyperprotéinés. Je ne savais pas. Christophe, alors, puisque l'information est passée, dites-vous, mais qu'on est là pour ça. Elle passe. Elle voilà. n'est pas totalement passée, mais elle passe. On est arrivé au bout de cette émission, de cette conférence, de ce rendez-vous, et je vais vous demander à tous de vous livrer un petit exercice, précisément, c'est d'essayer de résumer en une phrase, en quelques mots, ce que vous voudriez qu'on retienne de notre entretien ce soir, de cette conférence ici organisée par le CERIN. Alors, Christophe Bain, à vous de commencer. Le chroniqueur de ma chaîne Sport, qu'est-ce qu'il dit en 3 mots qu'il veut qu'on retienne de notre débat sur les protéines après l'effort Je dirais de façon générale de rester sur une alimentation saine, variée et équilibrée, premièrement. Et je dirais dans un deuxième temps, l'équilibre, encore une fois, entre la pratique sportive pour la dépense énergétique et les apports que l'on fait justement pour essayer d'avoir une bonne complémentarité. Très bien, merci. Franck Lagneau, le kiné, qu'est-ce que vous mettez un distributeur de briques de l'AUHT dans votre... Ça vous a marqué la brique. Ah bah oui, non, c'est imaginez que le médecin militaire me demande d'embarquer ma brique UHT parce que j'ai fait mon service militaire moi, donc pendant l'entraînement, je me dis bon...
Les canettes de bière, ça vous a des Ah non, oui, dans les canettes de bière. Oui. Non, mais Franck Lagneau. le mot qu'on passe souvent dans les cabinets, c'est que, surtout sur le plan diététique, efficacité rime avec simplicité. Tout est dans la nature. Donc Efficacité rime avec simplicité, d'accord. Je veux dire, on a tout, c'est simple, on a tout dans son frigidaire et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin pour avoir des performances optimales. Guillaume Tanon, qu'est-ce que vous dites à Jimmy Vico en trois mots? Non, ça non, on ne saura pas, mais... Ça sera plus dur. Oui. Effectivement, c'est d'aller de manger sainement, et surtout d'être accompagné par des gens compétents et ne pas se réfugier justement vers une pratique un peu sauvage que l'on peut voir justement sur Internet et tomber à ce moment-là à travers toutes les dérives que l'on peut connaître et qui ont été évoquées là par l'ensemble du monde médical. Donc voilà, c'est ce que je retiendrai moi, c'est franchement d'être accompagné et d'être dans cette efficacité, mais dans l'accompagnement. Merci Alexandra Magloire. Alors la priorité effectivement de la nutrition, elle doit passer quand même par les aliments avant d'aller chercher un tout autre complément. Dérivés, ouais. Après, ce que je retiens, c'est quand même l'importance de la cinétique de la prise de ces... C'est-à-dire le moment. Le moment où on va prendre cet apport protéique à l'issue de la séance, sur lequel il faut, à mon avis, travailler aussi chez Monsieur Tout-le-Monde, en dehors de la focalisation sur la quantité de protéines qui est apportée. Merci. Alors Véronique, la collation après l'effort. Moi, je dirais évidemment l'équilibre alimentaire au quotidien, donc par le biais d'une alimentation courante, des aliments courants. Et puis évidemment pour insister et pour dire qu'il y a vraiment une réponse nutritionnelle à la question de la récupération. Et donc par le biais, notamment dans les 30 minutes qui suivent l'effort ou immédiatement après, par le biais de façon très simple, un laitage, un fruit. Et lequel, c'est celui qu'on aime, celui que va préférer le sportif. Voilà, un laitage, un fruit, de l'eau, je rajoute, voilà. Et puis ce qu'on aime surtout, voilà. Le plaisir, quoi. Voilà. Parce qu'on a peu parlé plaisir finalement, mais c'est ce que je voulais évoquer avec les arômes tout à l'heure, mais c'est ça que vous venez de nous dire. Xavier Bigard, en montagne, vous faites ça aussi, vous ? Quand vous y coltinez vous... Alors, à titre personnel, je ne m'étendrai pas sur mon comportement alimentaire. Ah bon, il manquait plus que ça, les chausseurs. Oui, toujours les plus mal chaussés. Ouais. Non, je ne sais pas quoi ajouter pour être original, puisque finalement tout a été dit. Je insisterai juste sur 2 points. Les protéines sont d'origine alimentaire. Enfin, l'apport quotidien en protéines est important chez les sportifs. Plutôt que d'augmenter ses apports en protéines, et quelle que soit la discipline que l'on pratique, il faut l'optimiser. L'optimiser, c'est quel type de protéines? On a vu tout à l'heure l'importance des protéines d'absorption rapide, associées à des protéines lentes, on l'a évoqué tout à l'heure. Que donner avec ces protéines? Donc des glucides. À quel moment? On l'a vu là aussi en récupération rapide de séances d'entraînement. Et à quelle quantité? On l'a vu suivant le poids corporel, de 20 à 22 grammes, au-delà entre 22, 25, 27 grammes suivant le poids corporel, en une fois après une séance de musculation. Et évidemment que ces protéines soient, en première intention, d'origine alimentaire. Et cette association naturelle et ces 2 types de protéines rapides et lentes, finalement, on les trouve dans le lait. Donc après, encore une fois, dans notre société... la liberté prône, donc on peut acheter ces protéines sous forme de poudre, mais elles existent naturellement dans un aliment. Pourquoi s'en priver, quoi. Ce que vous nous dites, c'est pourquoi se compliquer la vie, quoi. Voilà, en quelque sorte, c'est exactement ça. C'est peut-être la conclusion. Je ne sais pas si c'est la conclusion, mais je voudrais quand même remercier, puisqu'il s'agit de plaisir aussi, vous pourrez avoir le plaisir de revoir l'émission, bien sûr, sur le site de tous ceux qui sont nos partenaires ce soir. Non seulement le site du Serin, mais bien sûr Doctissimo, Egora.fr, ksmag.com et puis kinéactu.com, que je remercie encore une fois. La conclusion, c'est qu'on ne se complique pas la vie. Donc vous l'avez donnée, je la retiens pour tous. Merci à tous, merci mesdames, merci messieurs de votre intervention. Merci d'avoir été là les uns et les autres et de nous avoir suivis en ligne, bien sûr, pendant cette soirée
en direct. On va aller voir maintenant les résultats de la Coupe du Monde, par exemple, puisqu'il y avait des matchs pendant ce temps-là. Et puis, de manière globale, je dirais quand même, vive le sport. Et merci à tous de votre présence ce soir ici. Merci.